Une question ce matin. Niger, chute de Mohamed Bazoum, un retour à l'ordre constitutionnel. Nous nous interrogeons. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Madame, messieurs, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Eh bien, mesdames, messieurs, après le Mali et le Burkina Faso, le Niger devient le 3e pays du Sahel à connaître un coup d'État depuis 2020. La région, il faut le dire, est minée par les attaques de groupes liés au djihadisme et personne ne veut regarder de ce côté-là, car même les Occidentaux sont complices de ce mal-être du côté du Sahel. Eh bien, c'est un nouveau coup de force justement du côté du Niger. Des militaires putschistes ont annoncé à la télévision nationale le mercredi soir 26 juillet 2023 avoir renversé le président Mohamed Bazoum démocratiquement, nous dit-on, élu, mais nous savons pertinemment qu'il a été adoubé par Emmanuel Macron, vous le savez, et nous le savons. Cela fait suite à la dégradation continue de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance économique et sociale, a justifié le colonel-major Amadou Abdraman, entouré de 9 autres militaires. Les acquis obtenus de haute lutte seront sauvegardés. Tous les Nigériens épris de démocratie et de liberté y veilleront. A réagi justement ce matin le président Mohamed Bazoum. Voici ce que l'on sait, mesdames, messieurs, de la situation dans le pays, jusqu'ici principal allié des Occidentaux au Sahel. Oui, parce que tout le monde le sait, mesdames, messieurs, là-bas, eh bien, les militaires occidentaux pilulent, marchent, courent, dorment, on peut me dire à la belle étoile, un peu partout à Niamey. La déclaration des militaires à la télévision est intervenue à l'issue d'une journée de tension à Niamey, la capitale du Niger, marquée par ce que le régime a appelé un mouvement d'humeur, a appelé d'ailleurs un mouvement d'humeur de la garde présidentielle. Cette dernière retient le président Bazoum dans sa résidence officielle depuis hier matin. Nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. Ce sont leurs termes, ce ne sont pas les miens. Le régime que vous connaissez, eh bien, ce régime, peut-on dire, est le régime de Emmanuel Macron et surtout de Mohamed Bazoum. Mais pour parler entre le président Bazoum et la garde présidentielle pour, on va le dire, tenter de trouver une solution sans que l'on sache quelles étaient les exigences des militaires, avait été menée auparavant, mais sans succès. La déclaration de putschistes semble montrer que tous les corps de l'armée, de la police et de la gendarmerie se sont ralliés à la garde présidentielle. Dans un message publié hier soir sur Twitter, la présidente du Niger a assuré que le président de la République et sa famille se portaient bien. Oui, vous l'avez bien compris. Lors de leur intervention à la télévision, les forces militaires ont annoncé des restrictions de liberté ainsi que l'interruption de la validité de la Constitution. Toutes les institutions, ce sont leurs termes, issus de la 7e République sont suspendus. Les secrétaires généraux, les ministères se chargeront de l'expédition des affaires courantes. Les forces de défense et de sécurité gèrent la situation. Il est demandé à tous les partenaires extérieurs de ne pas s'ingérer dans les affaires du Niger, déclare le colonel-major Amadou Abdraman. Par ailleurs, il déclare, et je cite, « Les frontières terrestres et aériennes sont fermées jusqu'à la stabilisation de la situation et un couvre-feu est instauré à compter de ce jour de 22h à 5h, de 21h à 4h de Paris du matin sur toute l'étendue du territoire national nigérien jusqu'à nouvel ordre. » Voilà le message de ceux qui ont pris le pouvoir du côté du Niger. Et voilà pourquoi nous nous interrogeons, nous également ce matin, Niger, chute de Mohamed Bazoum, un retour à l'ordre constitutionnel. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatola ici, il est journaliste d'investigation, directeur de publication du journal Le Cactus. Il a suivi pour nous cette actualité du côté de Niamey. Albert Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Joselangos. Je dis bonjour au peuple panafricain.
Je dis bonjour à la diaspora, bonjour aux techniciens de Panafricanisme TV ainsi qu'à son top management. Je dis bonjour à l'Afrique, bonjour à la diaspora africaine, où qu'elle se trouve. Je dis bonjour au peuple noir, où qu'il se trouve au travers le monde. Comme je l'ai dit, je voudrais aujourd'hui saluer l'initiative qui a été engagée par le président russe, Vladimir Poutine, n'est-ce pas, de rassembler autour de sa personne toute la fine crème, n'est-ce pas, du peuple africain pour lui annoncer seulement, effectivement, ce basculement géopolitique qui est en train de se mettre en marche. Parce que ces médias que vous connaissez ont estimé que M. Poutine était isolé. Mais lorsque sur un continent de 54 États, vous avez au minimum 49 chefs d'État et de gouvernement qui sont quelque part, je ne sais pas si ça veut dire que ce monsieur est isolé. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatola, ici. Une nouvelle qui nous vient depuis hier soir du côté du Niger, la chute de Mohamed Bazoum. Et nous de poser la question, un retour à l'ordre constitutionnel, vous, et comme nous d'ailleurs, et tous les panafricanistes, pensions qu'il fallait changer quelque chose du côté du Niger. Écoutez, il s'agit d'une victoire d'étape. Nous avons vu venir, n'est-ce pas, ce coup d'État que nous appelions de tout neveu du côté du Niger, comme nous appelons également de tout neveu un coup d'État révolutionnaire du côté de la Côte d'Ivoire, qui sont des pays qui sont dirigés par des larmes, non pas, qui sont au service, non pas, n'est-ce pas, des peuples africains ou du peuple ivoirien, mais qui sont au service de Paris, de Washington, du bloc occidental d'une manière générale. Donc, il s'agit d'une victoire d'étape des panafricains contre sur, n'est-ce pas, la France-Afrique. C'est ça qui est la question. Alors, comme je l'ai dit, hier, j'ai suivi de bout en bout l'actualité nigérienne relativement à ce coup de force qui a été engagé par l'armée nigérienne. Ces médias nous ont parlé d'un échec, au départ d'un échec, n'est-ce pas, de ce coup de force qui a été initié par le général, n'est-ce pas, le patron de la garde présidentielle, je crois c'est Tchani Omar, qui a été initié par le général Tchani Omar, et ces amplificateurs, d'un autre genre, nous ont indiqué que c'était un échec, en ce sens que il n'y a pas eu une consultation au sein de l'armée par rapport à ce coup d'État, et que les négociations étaient en cours, demandant à Bazoum, n'est-ce pas, de maintenir justement ce général qui devait être justement débarqué de ses fonctions par Bazoum. Donc, je pense que finalement, même ce matin, les mêmes gens qui vous disaient hier qu'il s'agissait d'un échec, n'est-ce pas, par rapport à ce coup de force, vous disent ce matin que la situation est confuse. Mais ce qui est absolument faux, puisque le coup d'État est absolument consumé, vous avez les institutions qui sont suspendues, le gouvernement qui est dissous, vous avez un conseil national pour la sauvegarde de la patrie qui est mis en place. Ça veut donc dire que le coup d'État est acté et consommé. C'est ça qui est la question. Quelles que soient les tournures sémantiques qu'on voudrait bien attribuer à cet événement majeur, il s'agit d'un coup d'État, il s'agit d'un coup d'État des patriotes qui ont pensé qu'il fallait faire quelque chose, justement. Pas seulement pour des raisons que vous avez évoquées et qui sont évoquées d'ailleurs par eux-mêmes, parce qu'il y a ce qu'on vous dit à la télé, au travers des médias, c'est-à-dire la dégradation de la situation sécuritaire, la dégradation de la situation socio-économique, mais il y a une autre raison qui est majeure. C'est-à-dire que, non seulement, il y a deux raisons majeures qui n'ont pas été évoquées par les putschistes, il faut essayer de le dire. La première raison, c'est qu'il y avait de plus en plus de clivages au sein de l'armée. Les clivages institués par Bazoum lui-même. Deuxième chose, il y a eu, Bazoum a transformé le Niger en une base militaire multinationale. Et ça, je pense qu'un patriote assumé, conscient, n'est-ce pas, de la fierté que peut représenter sa patrie, ne devrait pas accepter que son pays accueille toutes les bases militaires occidentales sur son sol. C'est ce qui est la question. Aujourd'hui, on chasse, c'est-à-dire les Maliens, le peuple malien chasse Barkhane du côté du Mali. Bazoum accepte que ce qui n'est pas accepté au Mali se passe
au Niger, ça veut donc dire qu'il y a un problème. Et encore que dans le contexte, n'est-ce pas, de la lutte, du refus, justement, de l'impérialisme occidental du côté du Niger par le peuple nigérien, il y a eu des jeunes qui ont manifesté il y a un peu plus de 2 ans, demandant justement, refusant que les militaires français, entre autres, se replient de ce côté-là. Il y a eu des morts. Mais Bazoum a pris sur lui non pas de protéger sa population, son peuple, mais il a pris sur lui d'exposer ce peuple à la violence d'une armée d'occupation étrangère. Donc, en plus de cela, vous avez la corruption qui est rampante au travers des contrats qui sont attribués, n'est-ce pas, aux multinationales particulièrement françaises. Vous avez Orano qui est là-bas, entre autres, et qui exploite l'uranium. Et il est quand même paradoxal que dans le contexte, n'est-ce pas, de ces événements qui auront forcément des conséquences à la fois géopolitiques et géostratégiques, vous avez donc un peuple nigérian qui souffre. Vous avez les Français qui dorment, qui bénéficient, n'est-ce pas, qui ont de l'énergie électrique à profusion, mais paradoxalement au Niger, vous avez une grande partie de la population qui dort, n'est-ce pas, dans les ténèbres, dans l'obscurité. C'est un paradoxe. Or, l'uranium qui fait tourner les centrales, justement, les centrales nucléaires du côté de Paris, entre autres, provient en majorité du côté du Niger. Vous avez une population qui n'a pas assez à l'eau potable. Et quand c'est le cas, c'est une eau polluée à l'uranium. D'ailleurs, un problème. Donc, aux déchets radioactifs, si vous voulez. Voilà donc, il fallait justement, la colère était grandissante. C'est vrai qu'on a vu quelques manifestants, quelques soutiens de Bazoum manifester à côté de la présidente de la République, mais en réalité, il s'agit des sympathisants, des soutiens. Vous savez, même un bourreau a toujours des soutiens, un dictateur a toujours des soutiens, mais d'une manière générale et de manière globale, la plupart des Nigériens voulaient franchement qu'il se passe quelque chose à la tête, au sommet de l'État. Albert Anatola ici, parlons justement de l'uranium du Niger. La radioactivité de ce côté-là est énorme et parfois des villes entières vivent sous les déchets radioactifs. Là aussi, Bazoum, avec ses complicités, et l'ex-président nigérien ont vendu l'uranium, on va le dire comme ça, à vil prix à la France. Tout à l'heure, j'ai indiqué que ce soit Mamadou Issoufou, qui est un ex-employé de Orano, pour ne pas dire, arrivé à l'époque, oui. Que ce soit Bazoum, qui a quand même fait un tour à Paris dans l'entre-deux tours de la présidentielle. Oui. Il s'agit de 2 larbeurs qui travaillent non pas pour les intérêts du Niger ou des Nigériens, mais ils travaillent pour les intérêts de l'oligarchie française et européenne. Et il s'en vantait d'ailleurs, M. Bazoum, d'être l'ami de Macron, d'être l'ami de Sarkozy. Est-ce que vous pouvez être... Ça veut dire que c'était ce que nous avons souvent appelé les cerveaux blanchis. Les cerveaux blanchis, n'est-ce pas, à la solde de la criminalité internationale. Donc, parmi les contrats qui ont été attribués aux multinationales françaises, entre autres, figure justement l'exploitation minière, et plus singulièrement l'exploitation de l'uranium du Niger. C'est quoi la contrepartie? Pas de contrepartie. Parce que lorsque vous allez dans la profondeur de ces contrats qui sont signés au profit, au bénéfice des multinationales françaises, pas des contrats d'exploitation de l'uranium du Niger, eh bien, le Niger ne bénéficie de rien du tout, si oui, des petits sampontins. Or, tout à l'heure, comme je l'ai indiqué, l'uranium du Niger devrait d'abord bénéficier aux Nigériens. C'est-à-dire que les Nigériens, s'ils étaient sérieux, le gouvernement nigérien devrait exiger de la France la construction d'une centrale nucléaire pour justement permettre aux Nigériens de dormir, d'avoir une énergie électrique de qualité. Malheureusement, pendant que les Français ont de l'électricité à profusion, du côté du Niger, vous avez une grande partie de la population qui dort
dans les ténèbres, dans l'obscurité. Et en plus, qui est irradié. Il vous souvient qu'il y a même il y a une chaîne hexagonale, je crois que c'était français, qui a fait tout un documentaire sur l'uranium du Niger, le scandale de l'uranium du Niger. Exact. Et ce scandale n'avait pas qu'un impact environnemental, comme vous avez évoqué, c'est-à-dire qui avait des conséquences sanitaires sur les populations, non seulement sur des mineurs, mais surtout sur la population environnante. Pas seulement la population. Pas seulement sur la population environnante. Les bêtes. Les bêtes, c'est-à-dire tout ce qui concerne tous les écosystèmes, n'est-ce pas, est irradié. Et en plus, il y avait comme une sorte de prise en charge discriminatoire, n'est-ce pas, des employés à la fois de l'ex-Areva, de Orano, c'est-à-dire que c'était des étrangers, c'est-à-dire des employés français qui bénéficiaient d'une meilleure prise en charge. Mais quand il s'agissait, n'est-ce pas, d'un employé nigérian qui a été impacté par les déchets radioactifs d'uranium, qu'est-ce qui se passe? Il était tout simplement licencié. Quand on était très gentil, on lui octroyait une sorte de prime de séparation qui tournait autour de 20 millions, et puis basta. Vous devrez vous débrouiller avec le reste parce que vous savez que la prise en charge médicale d'une personne irradiée, c'est lourd et c'est coûteux. Donc je pense qu'il s'agit là, ni plus ni moins, qu'un crime. C'est un crime. Un crime humain. C'est un crime humain. Oui. Parce que savoir que telle personne est irradiée du fait de son activité, parce que très souvent, ils descendent dans les mines sans équipement de protection individuelle. Or, ça devrait être le cas, mais c'est pas malheureusement le cas. Et en plus, il devrait avoir un cas de charge qui devrait être respecté par Orano, qui ne l'est pas. Et ça se passe au su des autorités gouvernementales. Ça veut dire qu'il y a une sorte de complot contre les populations, n'est-ce pas? Donc, je pense qu'aujourd'hui, quel devait être le cas de charge? D'abord, banaliser les déchets radioactifs, construire, n'est-ce pas, des écoles ou des hôpitaux, construire des routes, entre autres, c'est-à-dire les équipements de base dont ont besoin les populations. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que l'uranium du Niger est contrôlé et géré par la présidence de la République, alors qu'il s'agit d'un bien collectif. C'est ce qu'il est question. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il fallait faire quelque chose. En plus, dans le contexte, n'est-ce pas, de la crise sécuritaire que nous connaissons du côté du Sahel, Bazoum n'a jamais manifesté l'intention d'être, j'ai envie de dire, solidaire, notamment du Mali, du Burkina Faso, entre autres. Lui, il a estimé comme c'est qu'il était le bon élève n'est-ce pas, de Macron en trahissant justement le peuple malien, en trahissant le peuple burkinabé, entre autres. Donc je pense qu'aujourd'hui, il ne mérite que, et c'est important de le souligner, et je suis véritablement fier de ce coup de force, c'est-à-dire on n'a plus besoin à la tête de nos États, c'est déjà de l'argent. Albert Anatole, ici, vous étiez quand même l'une des personnes qui déclarait au fond qu'il fallait un coup d'État du côté du Niger. On a également un président comme Bazoum, si jamais on devrait l'appeler le président, qui faisait savoir à qui devait le savoir qu'il était un président. D'ailleurs, devant les journalistes, il aimait dire « Je suis président de la République », comme s'il ne l'était pas. Oui, ça veut dire qu'il était conscient de ce que sa venue à la tête du pays était tout sauf démocratique. Oui. C'est-à-dire qu'il a bénéficié du lobbying de Paris pour être à la tête de ce pays. Vous savez, entre le Bazoum opposant, entre guillemets, et le Bazoum président, il y a un fossé. Le discours que tenait ce monsieur, lorsqu'il était de l'autre côté, est différent de l'attitude, des faits et des gestes qu'il a adopté lorsqu'il est venu aux affaires. Ça veut dire qu'il est devenu un véritable larbin de Paris, un véritable larbin de Washington, c'est-à-dire qu'un véritable serviteur de la France-Afrique. Or, vous et moi savons que le problème des panafricains et des panafricanismes, c'est la France-Afrique. Parce que nous connaissons les crimes de la France-Afrique sur le continent africain. Il faut donc tout faire pour justement continuer à balayer tous ces larbins qui sont au service de ces structures qui ont non seulement institué le crime, les crimes humains, les crimes sexuels, parce que c'est ça la France-Afrique.
l'immoralité, mais surtout qui perpétue le pillage, n'est-ce pas, de nos pays. Albert Natola, ici, le Conseil national pour le salut de la patrie a pris le pouvoir. Quelque chose pourrait-il changer du côté du Niger? Je pense que nous observons, nous sommes encore en train d'observer, là, effectivement, il y a encore une sorte de confusion. Il serait prétentieux de ma part de pouvoir déjà prétendre de ce que ceux qui sont arrivés là vont être des véritables patriotes. Mais nous suivons, c'est une activité que nous suivons parce que j'ai le sentiment que ceux qui ont pris les affaires du côté, le pouvoir du côté du Niger, ils sont des Saint-Syriens. C'est ce qui me revient, qui sont les Saint-Syriens. Et vous savez que les Saint-Syriens, ce ne sont pas des gens très loyaux. Ils sont des gens moulés, justement, à la corruption française. Est-ce que, du fait, il pourrait avoir une prise de conscience? Parce que même Thomas Sankara, je crois, était un Saint-Syrien, mais il a été un patriote, un panafricaniste et nationaliste. Donc, nous pensons et nous souhaitons que ce soit le cas. C'est-à-dire qu'ils pensent la patrie. Et je crois que comme ils ont mis la patrie au-dessus de toute considération, et qu'effectivement ils seront au service de la patrie, c'est-à-dire du peuple nigérien, de l'État nigérien, mais surtout préserver les intérêts du Niger. Parce qu'aujourd'hui, j'ai suivi les condamnations, les circonstances d'Antonio Guterres, Anthony Blinken, entre autres, mais qu'est-ce qu'on a ciré de leurs condamnations? Et là, il s'ingère dans les affaires internes d'un État souverain. Et j'espère qu'il s'agit d'un véritable retour à la souveraineté. Vous avez parlé d'un retour à l'ordre conditionnel, c'est-à-dire une sorte de, n'est-ce pas, de coup d'État rectificatif. Oui. Alors, je pense que nous souhaitons que ce soit véritablement un retour à une véritable souveraineté du Niger. C'est-à-dire que le Niger soit souverain et que personne n'ait de leçons à donner ni au Niger, ni au Nigérien. Albert Anatola, ici, tout au long de cette nuit, nous n'avons pas dormi. On nous fait également savoir que la France est à la manœuvre pour convaincre ses militaires, justement, de s'incliner devant la France. Écoutez, je pense que nous avons encore un problème. Raison pour laquelle j'ai l'habitude de vous dire qu'il nous faut encore des coups d'État révolutionnaires. Dès lors que Paris se mêle de nos affaires, ça veut dire que dès lors que Paris commence à défendre un trait, ça veut dire que c'est le problème. Ce monsieur ne travaille pas pour les intérêts de ce pays-là. Ça veut dire que Bazoum, vous l'avez d'ailleurs indiqué dans votre chapeau, dans votre introduction, que Bazoum était un allié, n'est-ce pas, du bloc occidental du côté du. Donc, je pense qu'il faut donc arrêter de dégager cet allié. Parce que quelqu'un qui devient l'allié majeur de quelques puissances occidentales, au lieu de servir son pays, son peuple, ça veut dire qu'il n'a rien apporté de bon. Albert Natola, ici, vous parlez d'allié occidental. On a encore, on va le dire comme ça, une armée multinationale et surtout occidentale sur le sol nigérien. Peut-on imaginer demain après-demain que le Conseil national pour le salut de la patrie prenne l'initiative de chasser tous ces militaires occidentaux? Je pense que c'est dans leur agenda. S'ils ont, tout à l'heure, je vous ai fait comprendre qu'il y a des éléments de langage. Oui. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Dans une des paroles publiques, si tu as fait un coup d'État, ils ont dit qu'ils vont pouvoir respecter tous les accords et traiter les engagements internationaux signés par le Niger. Mais, sauf que le déploiement des forces multinationales au Niger ne fait pas partie des traités internationaux signés par le Niger. Oui. Il s'agit là d'une invasion, tout simplement. Il parle d'une invasion d'une Russe en Ukraine, mais là, il s'agit d'une véritable invasion. Je voudrais quand même vous rappeler que le déploiement des armées multinationales au Niger était illégal. C'est après que le Parlement a recadré, a rectifié l'illégalité, c'est-à-dire le caractère illégal de ces déploiements. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, cette armée, c'est la présence de ces armées multinationales reste et demeure toujours illégale et problématique. Et même une menace, à la fois pour le Niger et pour les pays voisins, notamment le Burkina Faso et le Mali. Donc, il faut absolument que les nouvelles autorités demandent à ces armées d'occupation multinationales de dégager le plancher. Très souvent, et je l'ai vu, je crois, du côté d'Afghanistan, lorsque l'armée américaine a été
chassée. Elle ne s'est pas repliée dans un autre pays. Lorsque l'armée américaine a été chassée d'Afghanistan, elle est rentrée, n'est-ce pas, ses mercenaires sont repartis à Washington. Mais pourquoi est-ce que les mercenaires français ne peuvent pas rentrer à Paris? Pourquoi ces mercenaires doivent se balader comme les mauvais esprits de pays en pays sur le continent africain? Donc je pense qu'il faut que ces mercenaires français déployés du côté du Niger, entre autres, repartent à Paris. N'est-ce pas? S'ils sont très gentils, qu'ils laissent le matériel militaire dont l'armée nigérienne a besoin, mais ils ne le feront jamais parce que ce n'est pas ça leur objectif. Leur objectif, c'est demeurer une menace parce qu'ils sont dans un projet de reconquête de l'Afrique. Et vous en avez donc sur le continent africain, cette complicité, ces traîtres comme Bazoum qui leur facilitait la tâche. Et je pense que nous devons véritablement rester vigilants face à la situation qui reste confuse en ce qui concerne justement la véritable personnalité des nouveaux hommes forts du Niger. Albert Anatola ici pour sortir de cette édition. Mohamed Bazoum et sa famille sont encore séquestrés par ces militaires et pendant ce temps, eh bien, le Bénin est dans la médiation. Je pense que même celui qui est du côté du Bénin mérite également un coup d'État. Je ne parle de Patrice Talon. Oui. Celui-là, il commence à franchement énerver les panafricains que nous sommes. Parce qu'effectivement, c'est un serviteur engagé et assumé de la France-Afrique. Je pense qu'il est très mal placé pour engager quelqu'un médiation du côté du Niger. Parce qu'en réalité, c'est un complice, lui. Il devient franchement ridicule. Parce que il devient comme un personnage biosque dans une pièce de théâtre. Je fais ici allusion au tapis rouge qui avait été déroulé aux voleurs du patrimoine culturel béninois. Oui. C'est-à-dire que quelqu'un vous pille votre patrimoine culturel et cultuel. Maintenant, il vous décide de vous restituer sur 1000 objets volés, pillés. Il décide de vous restituer 23 pièces choisies par lui et vous déroulez un tapis rouge. Mais je crois qu'il a un problème. Je crois que s'il aimerait également un coup de temps, évidemment, il faut qu'on y pense. Qu'on engage justement les patriotes de ce côté-là à le chasser. Parce que, comme je l'ai dit, lorsque quelqu'un est au service des intérêts de la France-Afrique et non des intérêts de l'Afrique. Pour sortir de cette édition, Albert Anatola ici, coup d'État au Mali, au Burkina Faso, on va le dire comme ça, Guinée-Conakry et cette fois-ci encore au Niger. Est-ce à dire tout simplement que du côté de l'Afrique de l'Ouest, les choses changent? Nous avons en Afrique de l'Ouest les patriotes. Nous avons en Afrique de l'Ouest les patriotes. Nous avons en Afrique de l'Ouest des patriotes engagés. C'est pas comme en Afrique centrale, où vous avez des larbins assumés qui travaillent pour le compte de la France-Afrique. Du côté, et vous devez quand même vous savoir que du côté de l'Afrique de l'Ouest, l'opinion publique est très engagée. L'opinion publique est très engagée et je pense qu'ils sont plus conscients de ce que nous disons. Ce qui est paradoxal, par exemple, c'est que le discours que nous tenons engage à la fois évoque les problématiques qui engagent nos États, notamment de l'espace francophone et d'une manière générale le continent africain. Mais nous avons le sentiment que c'est beaucoup plus du côté de l'Afrique de l'Ouest que notre message passe le mieux et qui conscientise le plus. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce qui se passe du côté de l'Afrique de l'Ouest, c'est les mêmes réalités que nous vivons du côté de l'Afrique centrale. C'est les mêmes réalités que nous vivons même dans les pays dits anglo-saxons. C'est-à-dire, c'est vrai que du côté des États anglo-saxons, il y a un peu plus, ils utilisent un peu plus le soft power de ce côté-là. C'est-à-dire, il n'y a pas trop d'immixtion, j'ai envie de dire, arrogante, comme ça se passe du côté de l'Afrique francophone avec l'arrogance, n'est-ce pas, de l'hexagone. Mais je pense qu'il faut davantage cette prise de conscience. Cette prise de conscience pour que, petit à petit, progressivement, qu'on commence à véritablement mettre à tête nos États de véritables patriotes. Merci à vous, Albert Anatola, ici d'avoir répondu à nos questions. Mesdames, Messieurs, dans tous les cas, nous suivons l'actualité du côté du Niger et nous reviendrons sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Sur ce, nous vous souhaitons de passer une agréable journée.